La lumière du début d'après-midi enveloppait doucement St. Mary Mead, filtrée par un mince voile de nuages hivernaux qui donnait au cottage un aspect plus doux qu'il ne l'était en réalité. Le village, plongé dans l'une de ces heures calmes entre les courses et l'heure du thé, semblait suspendu dans un rythme familier et réconfortant. Une charrette roulait à un rythme tranquille dans la rue principale, ses roues en bois murmurant sur les pavés. À la poste, mademoiselle Hartnell discutait joyeusement avec M. Footit au sujet du retard des colis de Noël. Rien ne laissait présager de désordre. Rien, du moins, jusqu'à ce que la lumière elle-même change, s'assombrissant à mesure qu'un nuage égaré passait devant le soleil, comme la lumière du soleil qui s'assombrit lorsque les nuages passent invisibles. Et avec ce changement silencieux vint une perturbation subtile. Cela commença par un murmure à la porte de St. Margaret's Lane. Madame Price Ridley, alerte même en hiver, s'arrêta en plein élan, sa main gantée se crispant sur son sac à provisions. Une couronne drapée de noir avait été fixée à la porte du cottage de Madame Allenby. Une couronne trop fraîche, trop ornée et tout à fait inattendue, car le village pleurait déjà feu M. Allenby, enterré il y a à peine 6 semaines. Une deuxième couronne, surtout une couronne aussi sombre, semblait presque indécente. Madame Price Ridley se pencha pour mieux voir, le menton raidi par la curiosité aiguisée par le soupçon. Juste derrière elle, mademoiselle Marple s'approchait à son rythme habituel. Sans se presser, une écharpe tricotée soigneusement glissée dans son manteau. Elle s'arrêta également, mais son expression était celle d'une douce réflexion, plutôt que d'un choc. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle doucement, sans s'adresser à personne en particulier. La position de la couronne, légèrement inclinée, suggérait la précipitation. Son ruban ne portait aucun nom, et les fleurs, des lys blancs, étaient destinées à un souvenir actif et non à des condoléances générales. La voix de Madame Price Ridley rompit le silence délicat. « Une autre couronne. C'est tout à fait inconvenant avant Noël. Et des lys? Vraiment, à son âge, on pourrait penser qu'elle aurait plus de bon sens que de susciter des spéculations. »« Peut-être, » dit doucement mademoiselle Marple, que ce n'est pas elle qui l'a placée. Cette suggestion, prononcée d'un ton calme et raisonnable qui en disait plus long qu'il n'y paraissait, fit cligner des yeux madame Price Ridley. « Eh bien, si ce n'est pas elle, alors qui et pourquoi ?» Elle jeta un coup d'œil de haut en bas de l'allée, comme si le coupable pouvait se cacher derrière une haie. Avant que mademoiselle Marple n'ait pu répondre, la porte du cottage s'ouvrit et madame Allenby apparut, pâle, enveloppée dans un châle, le visage marqué par l'épuisement. Elle les remarqua immédiatement. Un léger soupir s'échappa de ses lèvres, le genre de soupir que l'on pousse non pas face à une tragédie, mais face à l'inévitable intrusion de la curiosité du village. Elle toucha légèrement la couronne, ses doigts tremblant juste assez pour trahir quelque chose de plus profond que le chagrin. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible de l'autre côté de la barrière. « Je l'ai trouvé ce matin. » Madame Price Ridley se raidit, partagée entre la sympathie et le scandale. Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. « Cela a dû être bouleversant, ma chère. » Madame Allenby hésita, ses yeux brillant d'une lueur qui ressemblait à de la peur. « On dirait un message, » dit-elle enfin, « ou un rappel. » Mais elle ne donna pas plus d'explications. Au lieu de cela, elle se retira dans le cottage, laissant les deux femmes debout près du portail, la couronne se balançant légèrement dans l'air frais. Le son des cloches lointaines de l'église flottait à travers le village, un son doux et irrégulier marquant l'heure. Le regard de mademoiselle Marple suivit le mouvement de la couronne. Elle avait été attachée trop serré, le nœud forcé. Quelqu'un voulait qu'on la voie, mais qu'elle ne puisse pas être retirée facilement. Ce détail,
aussi petit et discret qu'un souffle, avait sa propre signification. « Nous ne devons pas nous attarder », dit doucement mademoiselle Marple en s'éloignant. « Si elle souhaite en discuter, elle le fera. Et sinon, eh bien, chacun vit son deuil à sa manière. » Madame Price Ridley poussa un léger reniflement de désapprobation. Était-ce parce que les convenances avaient été bafouées ou parce que des mystères restaient inexpliqués, impossibles à dire, et s'éloigna d'un pas décidé, laissant mademoiselle Marple seule avec ses pensées. Plus loin dans la ruelle, le jardin du presbytère bourdonnait d'une activité modérée. Madame Clement dirigeait 2 filles de la paroisse qui arrangèrent des plantes pour la vente de charité de l'Avent. L'air était imprégné d'une odeur de pommes de pin et de terre humide. Mademoiselle Marple s'arrêta près du portail, sentant plus qu'elle ne voyant que l'apparition soudaine de la couronne avait déjà fait des vagues. « Mademoiselle Marple !» appela Madame Clement en se précipitant vers elle avec sa chaleur habituelle. « Vous êtes au courant, j'imagine. » La pauvre Madame Allenby a trouvé une autre couronne sur son portail. C'est vraiment horrible. Si peu de temps après, elle baissa la voix. Eh bien, après tout ce qui s'est passé. Oui, dit mademoiselle Marple. Je suis passé devant il y a un instant. Les mains de madame Clement tremblaient nerveusement, comme celles de quelqu'un qui tente de réprimer des ragots. On dit, et je ne devrais pas le répéter, mais on entend inévitablement des choses, que les premières semaines après la mort de M. Allenby ont été inhabituelles. Des dîners tranquilles, selon les voisins. Les rideaux restaient tirés jusqu'à midi. Et maintenant, cette couronne, vraiment, on se pose des questions. Mademoiselle Marple acquiesça avec compassion. Madame Clement ne répétait que rarement les rumeurs, sauf si elle était profondément troublée, et la tension dans sa voix suggérait plus qu'une simple curiosité. Le chagrin peut pousser les gens à se replier sur eux-mêmes, suggéra-t-elle. Oh, certainement, acquiesça madame Clement. Mais il y avait des rumeurs sur la vie qu'ils menaient, sur leur véritable proximité. Et bien sûr, il y avait cette histoire de testament, mais je suppose que toutes les familles y connaissent ce genre de difficultés. Elle marqua une pause, puis ajouta rapidement. Non pas qu'il y ait la moindre suggestion d'acte répréhensible, bien sûr. Mademoiselle Marple glissa une mèche de cheveux blancs derrière son oreille. Elle connaissait les Allenby depuis des années, leur silence, leur tension polie lors des événements du village, la façon dont le sourire de madame Allenby s'était affiné au cours de l'année écoulée. Les gens oublient parfois, dit-elle doucement, qu'un mariage peut être très différent vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. L'expression de madame Clement s'adoucit. Oui, je suppose que c'est vrai. Des bruits de pas précipités vinrent rompre le silence. Le jeune Peter Carmichael passa en courant, sa casquette de travers, les joues rougies par le froid. « Il y a du bruit chez le boucher !» cria-t-il essoufflé. « On dit que quelqu'un a vu un homme quitter la ruelle avant l'aube. » Madame Clement eut le souffle coupé. « Un homme ? Mais qui donc ?» Mais Peter était déjà parti, ne laissant derrière lui que son écho. Le regard de mademoiselle Marple se porta à nouveau vers St. Margaret's Lane. Un homme partant avant l'aube. Une couronne trop serrée. Une veuve qui parlait de souvenirs et de messages. Et sous tout cela, le rythme subtil et changeant de la vie du village, un rythme désormais altéré. Le nuage qui avait assombri la lumière du soleil plus tôt finit par disparaître, projetant une faible lueur mélancolique sur les toits. Il illuminait tout. Le clocher de l'église, le jardin du presbytère, les haies brumeuses, et le mince filet d'inquiétude qui traversait silencieusement St. Mary Mead. Miss Marple se dirigea vers la High Street, d'un pas lent mais assuré. Ce qui avait commencé avec cette couronne n'était pas terminé. Et le village, avec ses douces routines et ses façades polies, se préparait déjà à ce qui pourrait suivre. Elle ne se pressait pas. Elle le faisait rarement.
Mais ses yeux, clairs et pensifs, ne manquaient rien. Ni les regards changeants des villageois, ni la légère tension dans l'air, comme si quelque chose de longtemps enfoui s'était réveillé. Quelque chose allait arriver. Quelque chose de triste. Quelque chose d'inévitable. La faible luminosité qui revenait à St. Mary Mead s'installa brièvement sur la High Street, se reflétant sur les vitrines givrées et la poignée en laiton poli de la boucherie Polkinghorne. À l'intérieur, l'air était chaud et chargé de l'odeur des viandes assaisonnées. Mais la chaleur ne suffisait pas à apaiser la tension qui commençait à s'installer discrètement dans le village. Les conversations se faisaient plus intimes, les voix plus basses, et chaque porte semblait abriter une rumeur. Miss Marple entra juste au moment où M. Polkinghorne finissait de servir le docteur Hayward, qui semblait inhabituellement préoccupé. Il lui fit un signe de tête poli avant de partir, son manteau se balançant derrière lui avec une hâte inhabituelle. « C'est la 3e fois qu'il vient cette semaine », marmonna M. Polkinghorne en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il n'achète presque rien, il regarde simplement, comme si quelque chose le tracassait. » Mademoiselle Marple répondit par un petit grognement vague et évasif. Les gens révélaient leurs problèmes le plus clairement à travers de petits écarts de conduite. Un achat inutile, un au revoir précipité, un changement soudain d'habitude. Mais elle ne s'immisçait pas dans les affaires des autres. Elle laissait simplement le moment suivre son cours. Derrière elle, 2 femmes faisaient la queue, parlant juste assez fort pour que quiconque souhaitait les écouter puisse les entendre. « Sitôt le matin », murmura Madame Finch en se penchant vers Madame Bartlett. Un homme fut quittant la ruelle avant l'aube, et Madame Allenby déjà réveillée pour découvrir cette horrible couronne. « Eh bien ?» murmura Madame Bartlett. « Elle se lève toujours tôt. Une habitude qui lui vient de son métier d'infirmière, je suppose. Mais un homme à cette heure-là, ça ne peut être personne de respectable. Et des lys. Qui laisse des lys à une veuve ?» Mademoiselle Marple accepta le petit paquet de foie pour son chat et s'écarta, prenant soin de ne pas interrompre la conversation. Il était remarquable de voir ce que les gens disaient, lorsqu'ils se croyaient discrets. Madame Finch poursuivit, la voix tendue. « On dit qu'elle avait des visiteurs, privés, avant le décès de M. Allenby. Rien de vraiment scandaleux, remarqué, mais suffisamment pour faire sourciller. » Madame Bartlett semblait à la fois scandalisée et ravie. « Oh, certainement pas. Mais je n'ai jamais compris leur mariage. Ils étaient aussi froids que le mois de janvier. » Mademoiselle Marple rangea soigneusement son paquet dans son sac et sortit avant que la conversation ne s'envenime davantage. Elle n'aimait pas les commérages qui devenaient cruels avant même que les faits ne commencent à se préciser. Pourtant, elle ne pouvait ignorer un point. Madame Allenby avait semblé surprise ce matin-là, pas simplement bouleversée, mais comme si quelque chose qu'elle redoutait depuis longtemps avait refait surface. Une silhouette discrète s'approcha de l'autre côté de la rue. L'inspecteur Crail, récemment muté de Much Benham, se tenait avec la rigidité d'un homme qui aimait que les procédures soient ordonnées et les preuves bien rangées. St. Mary Mead, avec son réseau complexe de petites histoires et de griefs personnels, le déstabilisait. Il toucha poliment son chapeau. « Bonjour, mademoiselle Marple. »« Inspecteur, » répondit-elle chaleureusement. « J'imagine que vous êtes déjà au courant. » Il serra légèrement les mâchoires. « Une couronne sur la porte de la veuve. Trouvée tôt ce matin. Un homme a été vu quittant la ruelle. » Son ton suggérait qu'il ne croyait pas que cela valait les exagérations théâtrales des villageois. « Nous interrogerons la veuve sous peu. » Mademoiselle Marple l'observa brièvement. Parfois, ce qui dérange le plus un village, ce n'est pas la couronne elle-même, mais la question de savoir qui avait une raison de la déposer. Crail acquiesça sèchement, mais son expression resta impassible. « Je préfère les actions aux conjectures. » Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune menace.
Probablement quelqu'un qui a rendu un hommage maladroit. C'est possible, dit-elle d'un ton léger. Mais les lys sont rarement maladroits. Il fronça les sourcils, ne sachant pas si elle plaisantait, et partit sans autre commentaire. Mademoiselle Marple reprit sa promenade le long du chemin menant au green. Le givre s'accrochait encore aux haies, pris comme de la dentelle dans les ronces. Elle trouva Mademoiselle Weatherby debout près du banc de pierre, les lèvres serrées, le regard tourné vers le cimetière. « Mademoiselle Marple, dit Mademoiselle Weatherby sans se retourner, vous avez sûrement entendu parler de cette couronne. Je ne comprends pas ce que cette pauvre femme a pu faire pour mériter une telle cruauté. »« Cruauté !» répéta doucement Mademoiselle Marple. Mademoiselle Weatherby se retourna alors, la voix tremblante d'émotion indignée. Oui, lui rappelait sitôt sa perte, et de manière si publique. Les gens oublient qu'elle l'a soignée fidèlement. Nous n'étions pas proches, mais je sais reconnaître la sincérité quand je la vois. Elle baissa la voix, même si d'autres diront que son dévouement est apparu soudainement, tard dans leur mariage. Mademoiselle Marple croisa les mains. Le chagrin remodèle souvent les souvenirs. Mademoiselle Weatherby la regarda d'un air sévère. Vous pensez qu'elle cache quelque chose? Le sourire de Mademoiselle Marple était faible mais bienveillant. Je pense qu'elle a peur. Ce n'est pas la même chose. Juste derrière elle, la porte de l'église s'ouvrit et le révérend Clément en sortit, époussetant son manteau. Il leur fit signe de s'approcher. « Un instant, mademoiselle Marple. Mademoiselle Weatherby. Je viens de parler avec madame Allenby. » Mademoiselle Weatherby retint son souffle. « Elle va bien? La pauvre doit être dévastée. »« Pas tout à fait, » dit Clément en baissant la voix. « Elle m'a demandé de prier avec elle. Elle semblait partagée, pas simplement bouleversée, plutôt comme si elle s'attendait à ce que quelque chose d'autre se produise. » Mademoiselle Marple eut un vague sentiment de reconnaissance. A-t-elle dit ce qu'elle craignait? Non. Il fronça les sourcils. Mais quand je lui ai demandé si elle souhaitait que la police soit informée, elle a tressailli, comme si cette idée l'effrayait plus que la couronne elle-même. Mademoiselle Weatherby secoua la tête, consternée. Elle ne protège sûrement pas quelqu'un. Le révérend haussa les épaules avec retenue. Ce n'est pas à moi de deviner. Mais elle a mentionné qu'elle avait reçu... Il hésita. Eh bien, une lettre. Non signée. Une lettre? S'étonna mademoiselle Weatherby. Mademoiselle Marple absorba cette information en silence. Ce n'était peut-être rien de plus qu'une lettre de condoléances pour les fêtes, mais elle connaissait suffisamment bien le révérend pour entendre ce qu'il n'avait pas dit. La lettre était troublante, la couronne était troublante, et la réaction de la veuve, ce recul brusque et silencieux à l'idée de la police, était la plus troublante de toutes. Le faible son de la cloche de l'église flottait à travers le green. Mademoiselle Weatherby s'excusa, encore sous le choc. Le révérend Clément retourna vers la sacristie, laissant mademoiselle Marple seule sous les branches nues du châtaignier. La brise se leva légèrement, soulevant les feuilles mortes en douce spirale, un mouvement naturel qui semblait néanmoins être le signe de quelque chose de troublant. Mademoiselle Marple ferma les yeux un instant. Les schémas se formaient rapidement dans les petits endroits, surtout lorsque le passé s'efforçait de se réaffirmer. Elle se demanda quel souvenir silencieux avait refait surface aujourd'hui pour madame Allenby. Et qui d'autre dans le village pourrait être tout aussi réticent à le voir ressurgir? Quand elle rouvrit les yeux, elle remarqua que quelqu'un l'observait depuis l'autre côté du parc. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, immobile, ce qui ne correspondait pas à un simple passant. Dès qu'elle se tourna vers lui, il recula derrière la haie et disparut. Mademoiselle Marple expira lentement, un léger tremblement d'inquiétude se glissant sous son expression calme. Quelque chose avait commencé à bouger à St. Mary Mead, délibérément, intentionnellement, et avec ses propres souvenirs. La disparition de l'homme derrière la haie,
ne laissa que le bruissement des branches, un son discret qui persista plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mademoiselle Marple resta immobile un instant, le regard fixé sur l'endroit où se tenait l'homme. Il n'était pas rare que des étrangers se promènent à St. Mary Mead pendant la saison. Promenades à la campagne, visites ancestrales et automobilistes égarés. Mais les hommes qui observaient, puis s'évanouissaient dans la nature, avaient généralement des raisons. Et les raisons étaient bien plus intéressantes que les identités, du moins à ce stade. Elle se dirigea vers le chemin du cimetière, laissant ses pas résonner doucement sur la fine croûte de givre. Les pierres tombales brillaient faiblement sous le soleil pâle. Un rouge-gorge sautillait entre elles avec une joyeuse indifférence, picorant la terre froide. Mademoiselle Marple remarqua la terre fraîche sur la tombe de M. Allenby, encore sombre, encore marquée par la plaque en bois provisoire. Quelqu'un y avait déposé une seule branche de romarin, verte même en hiver. Souvenir, commémoration ou avertissement. Une toux discrète rompit le silence. M. Larchwood, le marguillier, s'approcha d'un pas maladroit, résultat de nombreuses années passées à arpenter des chemins accidentés. Il avait rabattu sa casquette sur les yeux et son souffle formait de légers nuages dans l'air glacial. « Bonjour, mademoiselle Marple. Enfin, bon après-midi à présent. » Il ajusta sa casquette. « Je vous ai vu discuter avec le révérend Clément tout à l'heure. »« Oui, » répondit-elle doucement. « Nous discutions de la couronne. » M. Larchwood grimaça. « C'est une affaire déplaisante. Les gens disent que c'est une sorte d'avertissement. Mais qui avertirait Madame Allenby? Et pourquoi? Personne n'est d'accord là-dessus. » Il hésita. « Vous savez comment sont les gens. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Oh, oui. Et ils parlent généralement plus fort quand ils comprennent le moins bien les choses. » M. Larchwood rit doucement, puis redevint sérieux. « J'aimais bien le vieux M. Allenby, pour être honnête. C'était un homme difficile, mais il avait fait ses preuves. Il était discret, bien sûr, mais il n'avait jamais causé de problème. » Il marqua une pause. Enfin, aucun problème qui ait été consigné dans les registres de l'Église. Mademoiselle Marple sentit le poids de cette phrase inachevée. « Vous voulez dire qu'il y avait des problèmes qui n'y figuraient pas ?» M. Larchwood jeta un regard nerveux vers les cottages situés derrière le mur. « Ce n'est pas à moi de le dire, mais il recevait parfois des visiteurs de l'extérieur du village. Pas souvent. Un inconnu est venu une fois pendant le carême, un grand gaillard, avec une allure militaire. Ils se sont disputés près de la porte arrière. Je l'ai entendu moi-même, des mots assez durs pour fendre la pierre. » Il baissa la voix. Une semaine plus tard, Madame Allenby avait un bleu sous son foulard. Elle a dit qu'elle était tombée dans le jardin. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Un silence s'installa entre eux. Le rouge-gorge voltait vers une autre pierre, comme pour fuir le silence. « Merci, monsieur Larchwood, » dit doucement mademoiselle Marple. « C'est bon à savoir. » Le marguillier acquiesça, puis s'éloigna pour vérifier les gouttières près de la sacristie, la laissant seule avec les pierres tombales et ses pensées. Les ruelles du village l'attirèrent ensuite, non pas par choix, mais par le simple besoin naturel d'observer. St. Mary Mead révélait souvent ses secrets, non pas dans les maisons, mais dans les espaces qui les séparaient. Alors qu'elle passait devant le portail de Madame Bantry, elle entendit des voix s'élever derrière la haie de Troène. Écouter sans le vouloir pouvait être très révélateur. « Je te le dis, Edith, elle avait l'air terrifiée, » s'écria Madame Bartlett. « Si elle sait qui a déposé cette couronne, elle devrait le dire. » Madame Finch répondit dans un murmure aigu de peur. « Ou peut-être qu'elle ne sait pas. C'est peut-être pire. Tu ne l'as pas vue la semaine dernière au marché. Elle a sursauté quand quelqu'un a fait tomber un bocal de cornichons. » Madame Bartlett eut un petit hoquet de surprise. « La culpabilité, ça doit être la culpabilité. Pourquoi agir autrement ?
Mademoiselle Marple s'éclaircit doucement la gorge en passant devant la haie. Les deux femmes se tournèrent vers elle, les joues rougissantes. « Ah, mademoiselle Marple, nous ne vous avions pas vue. Je m'en doutais. » Elle sourit gentiment. « Je ne dois pas interrompre votre discussion. Mais si vous vous inquiétez pour madame Allenby, vous devriez peut-être envisager de lui rendre visite plutôt que de deviner ses fautes. » La douceur de cette remarque, presque maternelle, eut beaucoup plus d'effet qu'une réprimande. Madame Finch eut l'air bouleversée. Madame Bartlett marmonna quelque chose à propos d'apporter une tarte, et toutes deux s'éloignèrent rapidement dans l'allée. Mademoiselle Marple reprit sa promenade, l'air pensif. L'inquiétude mêlée à la suspicion était toujours une combinaison dangereuse dans un village. Elle obscurcissait la perception, aiguisait la malveillance et brouillait la mémoire. Elle approchait du green lorsqu'elle aperçut à nouveau le docteur Hayward. Cette fois, il se tenait à côté de sa voiture, fixant un gant noir posé près de la roue arrière. Il le ramassa lorsqu'elle s'approcha, fronçant les sourcils. « Quelque chose ne va pas ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. Le médecin sursauta, puis esquissa un sourire. « Oh, mademoiselle Marple, rien du tout. J'ai dû laisser tomber ça tout à l'heure. » Il glissa le gant dans son manteau, mais son geste était trop précipité, trop délibéré pour une explication aussi simple. « Vous en êtes sûr ?» dit-elle gentiment. « Vous aviez l'air perplexe. » Le docteur Hayward hésita. « C'est juste que je ne me souviens pas avoir mis de gants aujourd'hui. » Il rit nerveusement. « C'est idiot de ma part. » Mais mademoiselle Marple remarqua attentivement le gant. Taille homme, cuir usé, mais bien entretenu. Le genre de gant appartenant à quelqu'un de méticuleux, peut-être pas de la région. Et le malaise du docteur Hayward en disait plus long que la découverte elle-même. Avant qu'elle n'ait pu reprendre la parole, un cri aigu retentit dans la ruelle. « Mademoiselle Marple, oh Dieu merci, venez vite !» C'était madame Clement, essoufflée, qui lui faisait signe depuis le coin près du presbytère. Mademoiselle Marple se précipita immédiatement. « Qu'y a-t-il, ma chère ?»« C'est madame Allenby, » dit madame Clement, les yeux écarquillés. Elle est venue au presbytère, en pleurant, tremblante, disant qu'elle ne pouvait plus rester une minute de plus dans son cottage. Elle baissa la voix. Elle est dans le salon maintenant. Elle ne veut pas s'expliquer. Mais elle a dit que quelqu'un était dans la maison. Mademoiselle Marple eut le souffle coupé, pas de façon dramatique, mais avec une subtile contraction derrière les côtes. « À l'intérieur ?» répéta-t-elle doucement. « Les a-t-elle vus ? » Non. Mais elle a entendu des pas. Dans le hall, et quand elle a appelé, les pas se sont arrêtés. Mademoiselle Marple échangea un regard significatif avec elle. « Allons la voir. » Elles entrèrent rapidement dans le presbytère. Le salon était sombre, les rideaux à demi tirés. Et là, assise sur le bord du canapé, se trouvait madame Allenby, aussi pâle que les lys de la couronne. Son châle avait glissé d'une épaule. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Quand elle vit mademoiselle Marple, quelque chose comme un soulagement traversa sa peur. « Oh, merci d'être venue. » Mademoiselle Marple s'assit à côté d'elle, avec précaution et douceur. « Vous êtes en sécurité ici ?» dit-elle doucement. « Dites-nous ce qui vous a effrayé. » Madame Allenby déglutit. « Ce n'était pas seulement les bruits de pas, c'était ce que j'ai trouvé près de la cheminée. » Sa voix se réduisit à un murmure. « Un bout de papier, déchiré, à peine un coin. Mais j'ai reconnu l'écriture. » Elle les regarda tous les deux, les yeux écarquillés et hantés. C'était celle de mon mari. Un silence profond et implacable envahit la pièce, et mademoiselle Marple sut, sans encore savoir comment, que la couronne n'était pas une farce, ni un geste maladroit. C'était le début d'un retour, quelque chose de délibéré, quelque chose de patient, quelque chose qui n'avait pas pris fin avec la mort de M. Allenby.
Le silence qui suivit la confession de Madame Allenby était pesant, comme si le salon lui-même retenait son souffle. Un pâle rayon de soleil de l'après-midi se glissa entre les rideaux à demi tirés, capturant des grains de poussière qui flottaient comme des pensées hésitantes. Mademoiselle Marple attendit, comme elle le faisait toujours, laissant l'atmosphère s'apaiser avant de parler. « L'écriture de votre mari, dit-elle doucement. Vous en êtes certaine, ma chère. » Madame Allenby acquiesça, pressant une main tremblante contre sa gorge. « Je l'ai soignée pendant ces dernières semaines. Chaque note, chaque document, chaque lettre inachevée. Je les ai rangées moi-même. Je connais son écriture, mieux que la mienne. » Elle ferma brièvement les yeux. C'était indubitable. Madame Clement, anxieuse et maternelle, était perchée sur l'accoudoir d'une chaise voisine. Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Le cottage était fermé à clé, n'est-ce pas? Oui, murmura Madame Allenby. Je l'ai fermé moi-même, et j'ai mis la clé dans le tiroir, comme je le fais. Toujours. Sa voix tremblait, non pas d'hystérie, mais du calme craquement de quelqu'un qui a longtemps été à bout de nerfs. Je suis allé dans le salon pour allumer le feu. Je n'étais pas entré dans cette pièce depuis les funérailles. Et là, sur le bord de la cheminée, comme si elle venait d'être laissée là un instant auparavant. Elle fit un geste d'impuissance. Ce n'était qu'un bout de papier, arraché d'une lettre. Mais l'inclinaison de la plume, la petite fioriture sur le « G », c'était lui. Mademoiselle Marple pencha la tête d'un air pensif. « Pourrais-je le voir ?» Une légère panique traversa le visage de la veuve. « Je ne l'ai pas. Je l'ai laissé sur la cheminée quand j'ai entendu des pas. Je ne pouvais pas rester. » La pièce sembla se rétrécir. Même Madame Clement eut l'air momentanément secouée. Mademoiselle Marple posa une main apaisante sur le bras de la veuve. « Vous avez très bien fait de partir, ma chère. Il n'y a rien de bon à affronter seul l'inconnu. Et la peur peut déformer les sons. Les bruits de pas peuvent être causés par des planches qui craquent ou un courant d'air. » Madame Allenby la regarda avec un étrange mélange de gratitude et d'effroi. « Pensez-vous que j'imagine des choses, Mademoiselle Marple ?»« Non, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Je pense que vous avez peur, et quand les gens ont peur, le passé peut devenir plus présent. » Madame Clement apporta une tasse de thé, mais la veuve y toucha à peine. L'horloge du presbytère tic-taquait régulièrement depuis le hall, un rythme calme qui contrastait cruellement avec les respirations tremblantes de la femme. Lorsque ces tremblements se calmèrent, Mademoiselle Marple reprit la parole. « Il y a deux choses que nous devons comprendre. Premièrement, qui pourrait vouloir vous perturber? Deuxièmement, pourquoi l'écriture de votre mari apparaît-elle maintenant ?» Madame Allenby tordait ses mains sur ses genoux. « Cela ressemble à un avertissement. Ou à un message, » suggéra Mademoiselle Marple. Madame Clement échangea un regard inquiet avec elle. « Mais de la part de qui ?» La veuve ouvrit les lèvres, mais au lieu de répondre, elle se leva brusquement, comme mue par l'instinct plutôt que par la raison, et se dirigea vers la fenêtre. Elle écarta légèrement le rideau. La ruelle était déserte, à l'exception de quelques feuilles éparpillées. « Quelqu'un surveillait le cottage » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple ressentit une légère vague de reconnaissance. Quelqu'un ou plusieurs personnes. Elle se leva et la rejoignit à la fenêtre. La peur vient souvent de l'incertitude. Remplaçons-la par la compréhension. Vous sentiriez-vous assez forte pour retourner au cottage avec moi? Juste un instant. Madame Allenby frissonna. Je ne sais pas. Madame Clement posa doucement une main sur son épaule. Vous ne serez pas seule. Une longue pause s'étira, fragile, hésitante, avant que Madame Allenby n'acquiesce. Elles marchèrent ensemble vers le cottage. Mademoiselle Marple à un rythme lent et régulier qui correspondait au courage fragile de la veuve.
Le village semblait étrangement silencieux, comme s'il était conscient de la tension qui ondulait sous sa quiétude habituelle. Un chien aboya une fois au loin, puis se tut. L'air était empreint de cette tranquillité particulière qui précède la neige. Quand elles arrivèrent à la porte du cottage, la couronne était toujours là, les lys contrastant avec le ruban sombre. Madame Allenby eut le souffle coupé, mais elle continua d'avancer. Mademoiselle Marple la guida doucement à l'intérieur. Le cottage semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Pas un froid abandonné, mais quelque chose de plus subtil, comme une pièce attendant quelqu'un qui n'était pas encore arrivé. « Où avez-vous trouvé le bout de papier, ma chère ?» demanda mademoiselle Marple d'une voix douce mais déterminée. « Dans le salon, » murmura madame Allenby, « près de la cheminée. » Elles entrèrent. L'air sentait légèrement les allumettes éteintes et la poussière. Mademoiselle Marple remarqua immédiatement que le foyer avait été nettoyé récemment, trop récemment pour une maison en deuil. Et la cheminée, bien que bien rangée, présentait de légères traces de saleté sur le côté gauche. Mais c'est la cheminée qui attira son attention. « Ici » indiqua madame Allenby. Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté de la grille. Une légère empreinte sur le tapis suggérait que quelque chose de petit avait été posé là. Un morceau de papier déchiré, à peine un fil, s'était accroché aux fibres grossières. Elle le ramassa. Le fragment était trop petit pour être lu, mais suffisamment grand pour observer l'inclinaison de l'écriture cursive. Et en effet, il y avait une fioriture indubitable à ce qui semblait être la fin d'un mot. Mais quelque chose semblait clocher. La pression de l'encre, le léger tremblement de la ligne. Pas le tremblement de la maladie, mais celui de l'imitation. Elle glissa le fragment dans son mouchoir pour le mettre en sécurité. Derrière elle, madame Clement eut le souffle coupé. « Vous entendez ça ?» Mademoiselle Marple s'arrêta, la veuve aussi. Un léger craquement, comme le poids d'une personne qui se déplace sur une marche, provenait du couloir, trop léger pour être le vent, trop distinct pour être le fruit de l'imagination. Mademoiselle Marple se leva immédiatement, le visage calme, mais alerte. « Madame Allenby, » dit-elle doucement, « avez-vous fermé la porte arrière lorsque vous êtes partie tout à l'heure ?» La veuve secoua la tête, tremblante. « Je suis sortie par devant, je n'ai pas touché à la porte arrière. » Mademoiselle Marple échangea un regard silencieux avec madame Clement. Ensemble, elles se dirigèrent vers le couloir étroit. La maison semblait soudainement confinée, les murs trop proches, l'air trop immobile. Un autre grincement, pas menaçant, pas précipité, mais présent. Mademoiselle Marple s'arrêta à mi-chemin dans le couloir. Elle regarda la faible ligne de lumière au bas de la porte arrière et remarqua quelque chose. Le courant d'air soufflait vers l'intérieur. La porte n'était pas complètement fermée. Avec un calme imperturbable, elle s'en approcha et la referma. Le loquet s'enclencha correctement cette fois-ci. Elle se retourna. « Il n'y a personne ici maintenant, » dit-elle doucement. « Mais quelqu'un est passé par là. » Madame Allenby s'affaissa, envahie par un mélange de soulagement et d'effroi. Mademoiselle Clement déglutit. « Qui oserait ?» Mademoiselle Marple regarda vers l'escalier sombre, comme si la maison elle-même pouvait répondre. « Quelqu'un, » murmura-t-elle, qui connaît suffisamment bien cette maison pour ne pas la craindre. Quelqu'un dont elle reconnaîtrait les pas trop tard. Son regard s'adoucit, mais son esprit était déjà en train d'énumérer les probabilités avec une précision calme et implacable. Et quelqu'un, ajouta-t-elle, qui souhaite ardemment que le passé parle, que ce soit vrai ou faux. Un vent léger fit vibrer les vitres, mettant fin à ce moment fragile. Le silence de la maison les suivit comme un souffle retenu qui refusait de se libérer. Même une fois la porte fermée et les trois femmes de retour sur le petit chemin devant la maison, le sentiment d'une présence invisible flottait encore dans l'air,
comme si quelqu'un s'était simplement glissé dans l'ombre suivante, plutôt que de s'être éloigné. Madame Allensby se stabilisa en posant une main sur le portail. « Je ne peux pas rester ici cette nuit, » murmura-t-elle. « Je ne peux tout simplement pas. » Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. « Alors vous ne le ferez pas. Madame Clement vous hébergera au presbytère jusqu'à ce que les choses soient un peu plus claires. » Madame Clement acquiesça fermement. « La chambre d'amis est déjà prête. Vous serez en sécurité chez nous. » En sécurité. Un mot réconfortant, même si mademoiselle Marple savait que la sécurité à St. Mary Mead dépendait rarement des murs ou des serrures. Elle dépendait de la compréhension. Et quelqu'un souhaitait clairement façonner cette compréhension pour la veuve, à travers des couronnes, des lettres déchirées et des bruits de pas dans des couloirs vides. Alors qu'elle retournait vers la ruelle, une silhouette familière apparut rapidement au détour du chemin. L'inspecteur Creel, son manteau déboutonné et le visage crispé par l'irritation. Il ralentit à leur vue. « J'étais sur le point de vous rendre visite, Madame Allensby, » dit-il. « J'aurais aimé que nous parlions ce matin, avant que les rumeurs ne se répandent. » Madame Allensby tressaillit à son ton brusque, mais mademoiselle Marple s'avança doucement. « La pauvre chérie a eu une sacrée frayeur, inspecteur. »« C'est ce que j'ai entendu dire, » répondit-il. « Un intrus présumé, des empreintes de pas, des fragments de papier. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Et pourtant, la porte ne montre aucun signe d'effraction. » Madame Clement se hérissa. « Vous pensez qu'elle a tout imaginé ?»« Je pense, » dit Creel froidement, « que la peur exacerbe l'imagination, et le village ne fait qu'empirer les choses. » Mademoiselle Marple remarqua, en serrant légèrement les lèvres, que ces paroles n'étaient même pas cruelles, mais qu'elles manquaient certainement de compréhension. « La peur, » dit-elle doucement, « aiguise également la mémoire. Elle a laissé la porte arrière ouverte dans sa précipitation. Et quelqu'un en a profité. » Creel la regarda d'un air sévère. « Vous en êtes certaine ?»« Je suis certaine, » dit mademoiselle Marple, « que le loquet n'était pas correctement fermé lorsque nous sommes revenus. » Creel fronça les sourcils, prenant mentalement note. « Très bien, je vais jeter un œil à l'intérieur. » Il jeta un coup d'œil à la veuve. « Vous feriez mieux de rester au presbytère pour l'instant. » Madame Allensby acquiesça avec gratitude. Mademoiselle Marple lui prit doucement le bras et la guida vers Madame Clement. « Je vous rejoins dans un instant, ma chère, » dit-elle. « Il y a quelques éléments que je souhaite examiner. » Madame Clement emmena la veuve, tandis que mademoiselle Marple restait debout sous les branches nues et tortueuses qui surplombaient la ruelle. Le village ne semblait pas hostile. Pourtant, il y avait une tension dans l'air, une subtile crispation, comme un fil tiré trop fort. Elle se dirigea vers le green. Si quelqu'un s'était déplacé à l'intérieur du cottage un peu plus tôt, il était très probable que quelqu'un ait également observé. À St. Mary Mead, les gens agissaient rarement de manière isolée, même lorsqu'ils se croyaient parfaitement discrets. Au coin de la rue, près de la poste, elle revit mademoiselle Weatherby, qui cette fois-ci grondait son épagneule. Mais l'attention de la femme se porta instantanément sur mademoiselle Marple. « Est-ce vrai ?» murmura mademoiselle Weatherby en s'avançant précipitamment de 2 pas. « Qu'elle s'est enfuie de la maison ? Que quelqu'un était à l'intérieur ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement en voyant à quelle vitesse les nouvelles se propageaient dans le village. Elle ne se sentait pas en sécurité, mais la peur peut prendre de nombreuses formes. Mademoiselle Weatherby baissa encore la voix. La peur, ou la culpabilité qui la rattrapait. Il y avait des rumeurs bien avant les funérailles. « Les rumeurs, » dit mademoiselle Marple, « deviennent plus fortes quand les gens ne savent pas quoi penser du silence. » Mademoiselle Weatherby hésita, penaud, puis se pencha vers elle. « Eh bien, si vous voulez tout savoir, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure près du green.
Un homme, un manteau sombre. Il observait la route menant à son cottage. Ah, le même homme. Je ne l'ai aperçu que brièvement, se hâta d'ajouter mademoiselle Weatherby. Mais il n'était pas du coin, et il est parti dès que quelqu'un a regardé dans sa direction. On ne fait jamais confiance à un étranger qui observe. Non, acquiesça doucement mademoiselle Marple, mais on devrait le remarquer. Mademoiselle Weatherby cligna des yeux, puis acquiesça rapidement et partit avec son chien, dont les pattes martelaient nerveusement le sol gelé. Mademoiselle Marple se dirigea vers le chemin menant aux jardins familiaux. La présence de cet homme la troublait, non seulement parce qu'il était inconnu, mais aussi parce qu'il s'attardait de manière si déterminée. Un étranger sans but était facile à identifier. Un étranger avec un but était plus difficile à repérer. À mi-chemin, elle entendit le crissement de pas rapides derrière elle. « Mademoiselle Marple, attendez !» Le docteur Hayward la rattrapa, un peu essoufflé pour une si courte distance. Il semblait mal à l'aise, comme si le fait de l'approcher avait nécessité une décision. « Je voulais vous parler, » dit-il doucement. « À propos de... à propos de quelque chose que je ne me sens pas à l'aise de répéter. » Mademoiselle Marple croisa les mains, patiemment. « Ne vous inquiétez pas, j'écoute plus que je ne répète. » Le médecin esquissa un sourire crispé. « C'est à propos de M. Allenby, quelque chose que j'aurais peut-être dû mentionner plus tôt. »« Oui ?» l'encouragea-t-elle. Il s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne traînait dans les parages. « Je l'ai soigné pendant ces derniers mois, comme vous le savez. Sa maladie était bien réelle. Mais il y avait des signes de stress aigu, des tremblements sans rapport avec son état, des troubles du sommeil, une grande anxiété et des ecchymoses, des anciennes. Certaines avaient disparu, d'autres non. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, mais son esprit s'aiguisa immédiatement. Le docteur Hayward poursuivit. Il ne voulait pas en parler, il refusait les examens, il se mettait en colère quand j'insistais. Et une seule fois, il m'a demandé si la loi pouvait obliger quelqu'un à quitter un foyer s'il n'était pas un parent. Mademoiselle Marple pencha la tête, pensive. Quelqu'un qui vivait avec eux, peut-être. Oui. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un compagnon ou d'un ami, mais je n'ai jamais vu personne d'autre dans le cottage. Mademoiselle Marple lui fit un petit signe de tête rassurant. « Merci, docteur. Cela m'est très utile. » Il expira bruyamment, soulagé d'avoir parlé. « Soyez prudente, mademoiselle Marple. Ce qui se trame actuellement a commencé bien avant sa mort. » Il s'éloigna, la laissant seule dans l'air froid. Mademoiselle Marple reprit sa lente promenade, ses pensées s'enchaînant comme une tapisserie qui se retourne. La couronne, le fragment de lettre, les tremblements de peur du mari et de la veuve, un homme qui observait, une maison dans laquelle on était entré sans forcer, et la question de savoir qui appartenait à cette maison, et qui souhaitait désespérément y retourner. Quand elle arriva à la porte du presbytère, elle s'arrêta. Madame Clement se tenait à l'intérieur, l'air troublé. « Elle se repose maintenant, » murmura Madame Clement. « Mais elle n'arrête pas de demander si vous la croyez. » Mademoiselle Marple entra, refermant la porte dans un léger clic. « Je crois, » dit-elle doucement, « que quelqu'un veut qu'elle doute d'elle-même. Et c'est bien pire que l'incrédulité. » Madame Clement déglutit. « Que devons-nous faire ?» Mademoiselle Marple regarda la route qui s'assombrissait, où les premiers frimas du soir s'insinuaient comme un murmure. « Nous devons observer, » dit-elle doucement, « et nous devons écouter, et surtout, nous devons attendre. » Sa voix s'abaissa, chargée d'une certitude tranquille. Car bientôt, celui qui remue le passé commettra une erreur. C'est toujours le cas. Le soir descendit lentement sur St. Mary Mead, obscurcissant d'abord les toits, puis adoucissant les lignes nettes des haies et des chemins,
jusqu'à ce que le village semble plongé dans un silence qui venait de lui-même plutôt que de l'heure. Les lampes s'allumèrent une à une, projetant de petites taches dorées sur le givre cristallisé. Pourtant, sous cette douce lueur régnait une tension légère mais indéniable. Les gens fermèrent leurs rideaux plus tôt que d'habitude. Les portes furent verrouillées avec une fermeté inutile. Et les conversations, lorsqu'elles avaient lieu, commençaient par la même question murmurée. Qui a déposé la couronne? Mademoiselle Marple, après avoir soigneusement accroché sa cape au crochet dans le couloir de son cottage, alluma la petite lampe de table près de son fauteuil. La flamme s'alluma rapidement, créant un doux cône ambré au-dessus de son panier à tricot. Mais elle ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle se tint près de la fenêtre, observant la route comme elle le faisait souvent, non pas avec suspicion, mais avec la délicate patience de quelqu'un qui sait que les réponses passent souvent quand on s'y attend le moins. Elle observa, sans en avoir l'air, l'agitation de la vie du village à l'extérieur. Madame Price Ridley fermant vivement ses volets, Monsieur Larchwood se précipitant vers l'église, une lanterne à la main, le jeune Peter Carmichael courant chez lui avant que sa mère ne vienne le chercher. Tout était ordinaire, réconfortant et familier. Ce qui rendait d'autant plus visible ce qui ne l'était pas. Une silhouette solitaire s'arrêta près du lampadaire, au coin de la rue. Trop immobile, trop délibérée, trop consciente d'être vue. Mademoiselle Marple ne bougea pas le rideau, mais ses yeux se plissèrent. L'angle des épaules, la posture prudente, cela correspondait à l'homme qu'elle avait aperçu plus tôt, celui qui avait disparu derrière la haie. Il resta là un instant avant de s'éloigner, avalé par l'obscurité près de la boucherie. Mademoiselle Marple expira lentement. Les schémas se formaient rarement à partir d'un seul fil, mais celui-ci se tissait avec une clarté alarmante. Un coup à la porte rompit le silence. Elle ouvrit et trouva le révérend Clément, chapeau à la main, l'air troublé, ce qui était inhabituel pour un homme habituellement ancré dans un calme pastoral. « Pardonnez-moi de venir à cette heure, mademoiselle Marple, » commença-t-il. « J'espérais que vous pourriez m'accorder un moment. »« Bien sûr, mon cher, » répondit-elle chaleureusement. « Entrez, je vous en prie. » Il entra, se frottant les mains froides avant de s'asseoir sur le canapé. « C'est à propos de madame Allenby, » dit-il d'une voix adoucie par l'inquiétude. « Elle s'est réveillée il y a peu, très bouleversée. Elle insiste sur le fait qu'elle a entendu quelqu'un à l'extérieur de la fenêtre du presbytère. » L'expression de mademoiselle Marple resta douce, mais son esprit s'activa. « Quelle fenêtre ?»« Celle de la chambre d'amis. »« Au rez-de-chaussée ?»« Oui. Elle a dit avoir entendu une respiration proche, et le bruit de gravier remué. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Et a-t-elle vu quelque chose ?»« Rien, » répondit-il, bien que son regard se soit détourné. « Enfin, rien de précis. Madame Clément a cru apercevoir une silhouette se diriger vers le green, mais c'était peut-être une ombre. » Mademoiselle Marple croisa les mains d'un air pensif. La peur peut aiguiser l'ouïe autant que l'imagination. Mais que cela se produise 2 fois dans la même journée. Elle laissa la phrase en suspens. « Oui, » murmura Clément. « J'ai peur qu'elle ne s'effondre avant que nous ne sachions ce qui la trouble vraiment. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire rassurant. La peur détruit rarement les gens, révérend, mais les secrets, oui, surtout quand quelqu'un essaie de les dévoiler. Il cligna des yeux. « Vous pensez que quelqu'un la tourmente intentionnellement ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que quelqu'un souhaite la déstabiliser. Et pour réussir à semer la peur, il faut connaître la personne, connaître ses habitudes, ses faiblesses et les zones d'ombre de son passé. » Le révérend Clément semblait profondément troublé. « Mais pourquoi? Dans quel but ?»« C'est ce qui se révélera bientôt, » répondit doucement mademoiselle Marple.
Avant qu'il n'ait pu répondre, on frappa brusquement à la porte, d'un ton ferme, officiel et irrité. C'était l'inspecteur Crail. Il entra sans attendre plus qu'une brève invitation, sa casquette à la main, le visage empreint d'une détermination sinistre, presque impatiente. « Bonsoir, mademoiselle Marple. »« Révérend. » Il salua d'un signe de tête sec. « Je suis allé au cottage Allenby. Rien d'anormal. Aucune empreinte à part les vôtres. »« À l'intérieur ?» demanda calmement mademoiselle Marple. Les yeux de Crail se plissèrent. Aucun signe d'effraction. Les fenêtres sont fermées. Le loquet de la porte arrière est usé. Il a pu se déboîter à cause d'un courant d'air. Mademoiselle Marple se contenta d'incliner la tête, reconnaissant la possibilité sans l'accepter. Crail poursuivit. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. J'ai eu des nouvelles de Much Benham. Un visiteur est arrivé à la gare ce matin. Grand, vêtu d'un manteau sombre, portant une seule petite valise. Il a demandé à être conduit à St. Mary Mead, mais a refusé de donner son nom. » Le révérend Clément eut l'air alarmé. Mademoiselle Marple se contenta d'acquiescer. Crail poursuivit. « Il a été vu près du Green il y a moins d'1 heure. Il observait le presbytère. » Le révérend inspira brusquement. La voix de mademoiselle Marple resta sereine. Alors la peur de la veuve n'est peut-être pas le fruit de son imagination. Crail poussa un soupir de frustration. « Mademoiselle Marple, je respecte vos méthodes d'observation, mais je préfère les faits. Et les faits sont les suivants. Un homme en manteau n'est pas un crime. Une couronne, de mauvais goût certes, n'est toujours pas un crime. Un bout de papier? Probablement un déchet égaré. Ou, dit mademoiselle Marple d'un ton aimable, la preuve de quelque chose que quelqu'un souhaite nous faire ignorer. » Crail serra les mâchoires. « Vous pensez que quelqu'un a falsifié l'écriture? C'est possible. Et est entré dans le cottage? C'est également possible. Et a délibérément placé une couronne pour la bouleverser? » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire des plus doux. « Les gens commettent rarement un seul acte étrange, inspecteur. » Crail la fixa du regard, profondément sceptique, mais légèrement déconcerté. « Eh bien, je lui parlerai demain matin. En attendant, veillez à ce qu'elle reste à l'intérieur ce soir, et fermez vos portes à clé. » Il partit brusquement, ses bottes crissant sur le chemin gelé. Le révérend Clément se leva, lissant son manteau. « Je dois retourner au presbytère. Mary va s'inquiéter. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Marchez sur les chemins éclairés, mon cher, et dites à madame Allenby qu'elle n'est pas seule. » Il la remercia et disparut dans la nuit. Mademoiselle Marple retourna à la fenêtre, le regardant disparaître au détour du chemin. Le silence s'installa à nouveau, non plus paisible, mais plein d'attente. Elle prit son tricot, mais ses pensées n'étaient pas à la laine. Elles étaient aux ombres, aux hommes qui observèrent depuis les coins, aux marches dans les maisons vides et à une veuve qui craignait ses propres souvenirs. Elle avait vu suffisamment de folie humaine pour reconnaître un schéma se dessiner lentement, comme du givre sur une vitre, mais se formant indéniablement. Quelqu'un essayait de ressusciter le passé, quelqu'un qui connaissait les Allenby, quelqu'un qui avait intérêt à semer la peur, et quelqu'un, elle en était désormais certaine, qui croyait que madame Allenby était sur le point de se souvenir de quelque chose qu'elle n'était pas censée se rappeler. Mademoiselle Marple posa ses aiguilles, à tricoter avec un léger clic. Les gens, murmura-t-elle dans la pièce silencieuse, ne perturbent rarement le présent, à moins que le passé ne menace de les trahir. Dehors, l'observateur invisible passa à nouveau sous le lampadaire, s'arrêtant juste le temps de jeter un coup d'œil vers sa fenêtre avant de disparaître dans l'obscurité. La nuit s'intensifia avec une lenteur presque délibérée sur St. Mary Mead, comme si le village lui-même sentait que l'obscurité apportait plus que le calme ce soir-là. Un vent léger soufflait entre les cottages, balayant le givre des avant-toits
et faisant vaciller la lumière des lampadaires comme un souffle prudent. Pourtant, dans le presbytère, où Madame Allenby avait été installée dans la chambre d'amis, l'atmosphère était chaleureuse, protégée et tendue. Mademoiselle Marple arriva peu après 9 heures, marchant d'un pas léger sur le chemin du presbytère. Madame Clement l'accueillit à la porte, le visage assombri par une fine brume d'inquiétude. « Elle s'est réveillée, » murmura-t-elle. « Et elle tremble. Je lui ai préparé un chocolat chaud, mais elle n'y a pas touché. Elle n'arrête pas de demander si l'inspecteur a retrouvé l'homme. » Mademoiselle Marple acquiesça et suspendit soigneusement son manteau au crochet. « La peur est une compagne agitée, ma chère. Elle ne se calme pas facilement avec du chocolat chaud. » Madame Clement essaya de sourire, mais n'y parvint pas. « Pourriez-vous lui parler ? Elle se calme quand vous êtes là. » Mademoiselle Marple inclina la tête et se dirigea vers la chambre d'amis, s'arrêtant un instant devant la porte pour rassembler sa patience. Un calme intérieur, comme lorsqu'on lisse un pli avant de coudre. À l'intérieur, Madame Allenby était assise sur le bord du lit, son châle étroitement enroulé autour d'elle. Elle se retourna au bruit des pas de Mademoiselle Marple. « Oh, je vous en prie, ne me laissez pas seule, » murmura-t-elle. « J'entends des bruits. » Mademoiselle Marple s'assit à côté d'elle, les mains sereinement posées sur ses genoux. « Qu'avez-vous entendu, ma chère ?» Des bruits de grattement, comme si quelqu'un était contre le mur à l'extérieur. Et une fois, j'ai cru entendre mon nom. Mademoiselle Marple lui prit la main, chaude et tremblante. La peur fait résonner les moindres bruits. Mais cela ne signifie pas que vous avez tort de vous sentir inquiète. La veuve se pencha en avant, la voix à peine audible. « Mademoiselle Marple, avez-vous remarqué dans le cottage les taches sur la cheminée ? Je ne les ai pas faites. »« Oui, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Je les ai vues. Et la grille, elle avait été nettoyée. » Elle frissonna. Il insistait toujours pour le faire lui-même. Il disait que la femme de ménage ne le faisait jamais correctement. Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Votre mari était pointilleux. Il était autoritaire. » Les mots lui échappèrent, presque sans qu'elle le veuille. Elle porta une main à sa bouche, bouleversée non pas par la vérité, mais par le fait de l'avoir révélée. Mademoiselle Marple attendit. Les gens révélaient rarement leur chagrin de leur plein gré, mais ils révélaient souvent la vérité lorsqu'ils oubliaient qu'elle pouvait être entendue par quelqu'un de bienveillant. Finalement, Madame Allenby reprit la parole. Ce n'était pas un mariage heureux. Les gens pensaient que nous étions distants, mais c'était pire que cela. Ils se méfiaient de moi. Pour tout. Si une lettre arrivait, ils la remettaient en question. Si quelqu'un venait à la porte, il demandait ce qu'il voulait. Il gardait les comptes sous clé. Il lisait même mon journal intime. Son visage se décomposa. Et quand nous nous disputions, il pouvait être cruel. Mademoiselle Marple ne broncha pas. Elle posa simplement sa main doucement sur celle de la veuve. « Les maris sont parfois des hommes très effrayés, » dit-elle doucement. Ils le cachent derrière leur colère. Ou leur contrôle. Madame Allenby cligna des yeux, surprise par la sympathie plutôt que par les mots. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix basse et calme. « Dites-moi, ma chère, a-t-il jamais craint quelqu'un d'autre? Quelqu'un en dehors de la maison ?» La veuve retint son souffle. « Oui, » murmura-t-elle, « un homme. Il ne m'a jamais dit son nom. Mais il disait que si cet homme le trouvait, nos vies changeraient à jamais. » Mademoiselle Marple laissa le poids de cette information s'imposer. « Cet inconnu est-il jamais venu au cottage? »« Je ne sais pas. Une fois, il y a des années, j'ai trouvé un gant près du portail arrière. Un gant d'homme. Mon mari a dit qu'il avait dû être laissé là par un visiteur. » Elle hésita. « Ce soir, le docteur Hayward a aussi trouvé un gant, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple acquiesça.
Peut-être le même genre d'homme. Un frisson parcourut la veuve. Que veut-il? Pourquoi maintenant? Mademoiselle Marple lui serra doucement la main. Le passé n'en a pas fini avec vous, ma chère. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas y faire face. Avant qu'elle n'ait pu en dire davantage, des coups secs retentirent au rez-de-chaussée, précipités, urgents. Madame Clement apparut dans l'embrasure de la porte, pâle. « Mademoiselle Marple, le révérend Clement vous demande de venir immédiatement. C'est l'inspecteur Creil. Il dit que c'est important. » Mademoiselle Marple se leva immédiatement. Dans le salon du presbytère, l'inspecteur Creil se tenait près de la cheminée, son chapeau à la main, le visage empreint de la détermination rigide d'un homme qui sent enfin que quelque chose est passé de l'ambiguïté au fait. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, je viens de recevoir un appel téléphonique de Much Benham. Le chef de gare a reconnu l'homme de cet après-midi. Grand, manteau sombre, du genre discret. Il a acheté un billet aller-retour valable uniquement jusqu'à ce soir. Et, demanda doucement mademoiselle Marple, et il ne l'a pas utilisé. Les yeux de Creil s'aiguisèrent. Il est toujours quelque part dans le village. Il a été vu près du Green il y a 20 minutes. Le révérend Clément expira nerveusement. Alors c'est peut-être lui qui effraie la pauvre madame Allenby. Creil se raidit. C'est précisément pour cela que je suis venu. Si quelqu'un lui veut du mal, elle doit être mise en sécurité. Mademoiselle Marple pencha la tête. Où proposez-vous qu'elle reste, inspecteur? Le presbytère est aussi sûr que n'importe quel autre endroit ici. Elle sera plus en sécurité au poste de police, dit fermement Creil. Je peux la surveiller là-bas. J'ai le pouvoir de la retenir pour l'interroger demain matin. Oh mon Dieu, murmura le révérend Clément, alarmé. Mademoiselle Marple sourit gentiment, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. La détenir, elle n'est suspecte de rien. Elle pourrait cacher des informations, insista Creil. Une couronne ne apparaît pas toute seule, tout comme une écriture falsifiée. Falsifiée? Répéta le révérend Clément, surpris. Creil hésita. Je ne peux pas le prouver. Mais plus je regarde ce bout de papier, moins je crois qu'il appartenait à son mari. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit avec une compréhension tranquille. « Inspecteur, dit-elle, la peur peut rendre les gens évasifs, mais elle peut aussi faire passer les coupables pour des personnes serviables. » Creil fronça profondément les sourcils. « Que voulez-vous dire? Cela signifie, répondit mademoiselle Marple, que si quelqu'un veut se dévoiler, il le fera lorsqu'il estimera avoir suffisamment effrayé sa cible. Et la peur est plus efficace lorsqu'elle est observée. Un coup sec retentit soudain dans la pièce. Pas précipité, pas frénétique. Lent, délibéré. Creil se raidit. Mais qui donc? Le révérend Clément ouvrit la porte avec précaution. Un courant d'air froid s'engouffra dans la pièce, et sur le seuil de la porte se trouvait un simple morceau de papier plié, lesté par une petite pierre. Personne en vue. Creil s'en empara, hérissé. Encore des jeux. Il le déplia. Mademoiselle Marple se pencha légèrement pour voir. 4 mots, écrits d'une main ferme et inclinée. Elle connaît la vérité. Madame Clement se couvrit la bouche de la main. Le révérend Clément se signa instinctivement. Creil avait l'air furieux. Miss Marple, cependant, resta immobile. Non pas par peur, mais par reconnaissance. L'écriture n'était pas celle de M. Allenby. Ce n'était pas non plus une imitation. C'était une autre écriture, complètement différente, et qu'elle avait déjà vue auparavant, il n'y a pas longtemps. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était aussi douce que la neige qui tombe. « Je crois, murmura-t-elle, que nous devons parler au docteur Hayward. » Le salon du presbytère retint son souffle pendant le long moment qui suivit la douce déclaration de mademoiselle Marple. L'inspecteur Creil fronça les sourcils, le regard empreint de suspicion. « Le docteur Hayward » répéta-t-il.
Pourquoi lui? Mademoiselle Marple ne répondit pas immédiatement. Elle prit délicatement le mot plié des mains de Crail et examina l'écriture avec la tendre concentration de quelqu'un qui examine une fleur rare plutôt qu'une menace. Elle suivit du doigt la courbe inclinée des lettres, élégante, maîtrisée, familière. Dans les cas impliquant la peur, dit-elle doucement, il faut toujours se demander qui profite le plus de son développement. La voix du révérend Clément tremblait. Vous pensez que c'est le docteur Hayward qui a écrit cela? Mademoiselle Marple acquiesça légèrement, avec précaution. Il utilise une boucle particulière pour ses T. Je l'ai remarqué aujourd'hui lorsqu'il a signé une ordonnance pour Madame Lorimer dans la High Street. La boucle est légèrement relevée, comme un crochet qui hésite avant de se poser. L'inspecteur Crail la fixa du regard. Vous dites qu'il effraie la veuve? Pour quelle raison? Mademoiselle Marple plia la note et la mit de côté. C'est précisément ce que nous ne devons pas décider trop hâtivement, inspecteur. Il a peut-être écrit le message, mais l'intention est une toute autre affaire. Crail s'impatienta. Que voulez-vous dire? Je veux dire, répondit mademoiselle Marple en se levant de sa chaise, avec la lenteur gracieuse de quelqu'un qui choisit ses mots, qu'un médecin a accès à de nombreuses vies et à leurs secrets. Mais parfois, il se retrouve empêtré dans des affaires qui dépassent le cadre de son métier. Le révérend Clément déglutit. « Devrions-nous aller le chercher ?» Mademoiselle Marple secoua doucement la tête. « Non, mon cher. Donnons-lui l'occasion de venir à nous. » À ce moment précis, comme si sa certitude l'avait conjuré, la porte d'entrée vibra sous des coups soudains et pressants. Madame Clément eut le souffle coupé. « Oh, mon Dieu !» L'inspecteur Crail fut le premier à réagir et ouvrit la porte à la volée. Le docteur Hayward se tenait sur le perron, rouge, essoufflé, le manteau déboutonné malgré le froid. Son regard passa rapidement d'un visage à l'autre, s'arrêtant sur celui de mademoiselle Marple, qui s'écarquilla. « Dieu merci, souffla-t-il. J'espérais que vous seriez encore là. » Mademoiselle Marple le regarda avec une sérénité polie. « Quelque chose ne va pas, docteur. » « Oui, quelque chose ne va vraiment pas. » Il entra, l'air profondément troublé. « Il y a quelque chose que je dois vous dire à tous. Quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt. » L'inspecteur Crail croisa les bras, le regard plissé. « Je vous en prie, allez-y. » Hayward hésita, non pas de manière théâtrale, mais avec la tension lasse d'un homme qui se demande si la vérité est plus sûre que le silence. « Cela concerne l'inconnu qui a été vu dans le village, » commença-t-il. « Je pense savoir qui il est. » Miss Marple sentit le clic discret d'une pièce de puzzle se mettre en place. Hayward poursuivit en passant une main dans ses cheveux. « Cet après-midi, après avoir parlé avec Miss Marple, je l'ai revu près du cimetière. Il observait la maison de Madame Allenby avec une intensité qui m'a troublé. Et quand il s'est retourné, je l'ai reconnu. »« Vous l'avez reconnu ?» répéta Crail. « Où cela ?»« À l'hôpital, il y a des années, » répondit Hayward. « Il venait rendre visite à quelqu'un. Il arrivait toujours en retard. Il insistait toujours pour être seul. Il déglutit. Il rencontrait M. Allenby. Le révérend Clément avait l'air stupéfait. « Monsieur Allenby ?»« Mais sûrement. »« Oui, » dit Hayward. Il parlait souvent, calmement, rapidement, et avec ce que je ne peux décrire que comme un malaise mutuel. La voix de l'inspecteur Crail se durcit. « Pourquoi diable n'avez-vous pas mentionné cela plus tôt ?» Hayward grimaça. « Parce que je n'étais pas sûr. Il a vieilli, changé. Mais cette posture, cette vigilance, je le reconnaîtrai n'importe où. » La voix de mademoiselle Marple s'inséra doucement dans la conversation, comme un fil tissé entre les tons plus forts. « Et cet inconnu a-t-il un nom ?» Hayward hésita. « Pas que je sache. Mais les infirmières l'appelaient « l'homme de Manson Fields ». C'est toujours cette adresse qu'il donnait à la réception.
L'inspecteur Crail fronça les sourcils. Manson Fields, c'est le quartier des logements sociaux près de Match Benham. Un endroit peu recommandable, si l'on en croit les rumeurs. C'est vrai, murmura Hayward. Des résidents temporaires, des locataires qui changent souvent, peu de surveillance. L'expression de mademoiselle Marple resta sereine, mais son regard se fit plus perçant. « Docteur, puis-je vous poser une question plus directe ?» Hayward acquiesça, bien qu'un léger tremblement parcourait sa mâchoire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Avez-vous apporté cette information maintenant ?» Hayward expira bruyamment. « Parce qu'il y a 10 minutes, devant ma propre porte, j'ai trouvé ceci. » Il sortit un bout de papier plié de son manteau. Mademoiselle Marple le déplia. Un autre message. La même écriture. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Madame Clement s'effondra sur une chaise. Le révérend Clément murmura « Que Dieu nous vienne en aide !» L'inspecteur Crail lança un regard noir à Hayward. « Donc, maintenant, il vous menace. Pourquoi? À moins que... » Hayward serra les poings. « Non, inspecteur, je ne suis pas impliqué dans ce qu'il veut. Mais Monsieur Allenby, il était terrifié par cet homme. Terrifié. » Sa voix se brisa. « Et je pense que cet homme me reproche de ne pas l'avoir sauvé. » L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. Mais son esprit repéra la contradiction avec une précision extrême. « Docteur, » murmura-t-elle, « le bout de papier que nous avons trouvé dans le cottage. Avez-vous reconnu l'écriture » Hayward hésita. Juste un instant. Mais une hésitation concernant une écriture était rarement innocente. « Non, » répondit-il trop rapidement. « Je n'ai pas regardé de près. » Mademoiselle Marple l'observa avec une patience tranquille, celle d'une grand-mère qui révèle plutôt qu'elle n'accuse. Finalement, elle parla d'une voix si douce qu'elle aurait pu apaiser un chat effrayé. « Docteur, quand les gens mentent, c'est rarement à propos de la chose elle-même. C'est généralement à propos de ce que la vérité fera penser aux autres. » Hayward retint son souffle. La voix de l'inspecteur Crail se fit tranchante. « Vous mentez, docteur. » Hayward ferma les yeux. Lentement, péniblement. « Je n'ai pas écrit le message, » murmura-t-il. « Mais j'ai bien reconnu l'écriture dans le cottage. » Sa voix se réduisit à un murmure à peine audible. « Parce que je l'avais déjà vu auparavant, dans les notes médicales de M. Allenby. » Un silence stupéfait envahit la pièce. Madame Clement porta une main à sa gorge. « Mais il est parti. Alors qui ?» Mademoiselle Marple se leva, la voix calme, triste, assurée. « La question, ma chère, n'est pas de savoir s'il est parti. » Son regard se porta vers la fenêtre, où l'obscurité s'installait. La question est de savoir qui connaissait suffisamment bien son écriture pour l'imiter. Qui avait des raisons d'effrayer la veuve avec des souvenirs et qui avait accès à ses notes. Elle leva les yeux vers Hayward d'un regard doux mais inflexible. « Vous n'êtes pas le seul à avoir touché ces dossiers, docteur. » Hayward déglutit. « Non, » murmura-t-il. « L'infirmière en chef, mademoiselle Denbury. Elle s'occupait de toute la correspondance des patients. » Il frissonna. « Et elle le détestait. Elle m'a dit un jour que certains hommes méritaient de vivre dans la peur. » La voix de mademoiselle Marple resta douce, mais son esprit s'aiguisa comme une lame glissant dans son fourreau. « Et où ?» demanda-t-elle. « Mademoiselle Denbury vit-elle maintenant ?» Hayward leva les yeux, le regard empreint à la fois de terreur et de révélation. « À Manson Fields » murmura-t-il. Comme si ce nom l'avait invoqué, un bruit sourd retentit soudain à la fenêtre du presbytère, un craquement sec qui fit hurler madame Clement. L'inspecteur Crail se précipita vers la porte. Mademoiselle Marple resta parfaitement immobile, car elle avait reconnu ce bruit. Ce n'était pas une pierre, ce n'était pas une menace, un signal.
Le fracas à la fenêtre du presbytère plongea la pièce dans un silence absolu. Un silence si intense qu'il ressemblait à une inspiration retenue trop longtemps. Madame Clement s'agrippa au bras de son mari, tremblante. Le docteur Hayward recula instinctivement, heurtant la bibliothèque. L'inspecteur Crail se précipita vers le bruit avec la détermination rigide d'un homme qui fait davantage confiance à la force qu'à la réflexion. Mais mademoiselle Marple ne bougea pas. Elle ferma les yeux pendant un bref et délicat instant. Ce bruit, le craquement sec, le cliquetis intérieur d'un cadre, ne faisait aucun doute pour elle. Des années de vie au village avaient affiné son oreille à la différence entre la panique et l'intention. C'était du verre, lança Crail. Une pierre lancée, délibérément. Non, murmura mademoiselle Marple en ouvrant les yeux. Pas une pierre. Elle atteignit la fenêtre avant Crail et se pencha gracieusement pour examiner le sol. Un petit objet brillait parmi les éclats éparpillés. Un bouton argenté, à l'ancienne, avec une gravure à peine visible dans le métal. Elle le souleva entre deux doigts. Un bouton de manteau, dit-elle doucement. Arraché. Crail fronça les sourcils. Lancé à travers la fenêtre? Non, inspecteur. Mademoiselle Marple tourna le bouton à la lumière de la lampe, la gravure scintillant comme un murmure de souvenirs. Tombé précipitamment, alors que quelqu'un passait trop près du cadre. Crail se raidit. Ce qui signifie quoi? Cela signifie, dit-elle, que quelqu'un se tenait ici, tout près, à écouter. Un léger halètement s'échappa de la porte. Madame Allenby se tenait là, pâle, serrant fermement son châle, les yeux creusés par la peur. « Quelqu'un était à la fenêtre ?» murmura-t-elle. « Ici, au presbytère ?» Le révérend Clément s'avança pour la réconforter, mais mademoiselle Marple leva doucement la main. « Réfléchissons calmement, celui qui vous observait est devenu plus audacieux. Et la peur, une fois qu'elle a le sentiment d'avoir réussi, devient confiance. » Crail fronça les sourcils. Si cet inconnu est assez effronté pour s'approcher du presbytère, alors il ne cherche pas seulement à lui faire peur. Il y prend plaisir. Mademoiselle Marple pencha la tête. Peut-être. Ou peut-être veut-il quelque chose. Hayward s'avança, la voix tremblante. Vous pensez qu'il m'a suivi? Ou qu'il est venu à cause de mon mot? La voix de mademoiselle Marple était douce. Je pense qu'il est devenu, parce qu'il avait besoin de savoir ce que nous savons. Un silence pesant s'ensuivit. Crail se dirigea vers la fenêtre et scruta l'obscurité. La lampe dans la ruelle clignotait, ne révélant rien d'autre que des ombres mouvantes. « Il ne peut pas être allé loin », marmonna Crail. « Révérend, gardez votre femme et madame Allenby à l'étage. Docteur, restez ici. Mademoiselle Marple. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Je resterai exactement où je suis, inspecteur. » Il acquiesça à contre-cœur et sortit, fermant la porte avec la douce détermination d'un chasseur s'enfonçant dans les bois. Madame Clement emmena précipitamment madame Allenby à l'étage. Les tremblements de la veuve ne s'atténuèrent que légèrement, tandis qu'elle montait les marches, comme la flamme d'une bougie vacillant sous l'effet d'un courant d'air. Une fois qu'elles furent de partie, mademoiselle Marple s'assit lentement près de la cheminée, le bouton argenté reposant dans sa paume. Le docteur Hayward faisait les 100 pas, anxieux. Croyez-vous vraiment que cela ait un rapport avec mademoiselle Denbury de l'hôpital? Elle était certes stricte, avait la langue bien pendue, mais je ne l'aurais jamais cru capable de terroriser une femme. Mademoiselle Marple plia le mouchoir autour du bouton. Les gens sont capables de beaucoup de choses lorsqu'ils se sentent lésés, ou lorsqu'ils croient agir au nom de la justice. Au nom de la justice. Il la fixa du regard. La justice pour qui? Pour monsieur Allenby, dit-elle doucement. Ou peut-être contre lui. Le docteur Hayward se frotta le front. Il parlait toujours de quelqu'un qui connaissait ses secrets, quelqu'un qui pouvait le ruiner. Il déglutit.
Je pensais qu'il s'agissait d'un ancien partenaire commercial, mais Mademoiselle Danbury travaillait dans le service où il avait été soigné pour la première fois, il y a des années. Elle savait peut-être des choses qu'il n'avait dites à personne d'autre. Mademoiselle Marple leva les yeux vers lui, le regard calme mais perçant. « Docteur, vous a-t-il jamais confié quelque chose qui le troublait, quelque chose qui allait au-delà des ecchymoses ?» Hayward hésita, profondément troublé par le souvenir plutôt que par le récit. « Une fois, dit-il lentement, alors qu'il délirait sous l'effet de la fièvre, il a parlé d'une femme. Pas sa femme. Quelqu'un à qui il avait fait du tort. Quelqu'un dont il craignait qu'elle revienne pour le rappeler à l'ordre. » La voix de Hayward s'affaiblit. « J'ai pensé que c'était des divagations dues à la fièvre. » Mademoiselle Marple expira doucement. Les gens enfouissent souvent leurs vérités les plus graves dans des divagations fiévreuses. Ils se sentent plus en sécurité en s'échappant ainsi. Hayward tressaillit. « Pensez-vous que cet inconnu, l'homme de Manson Fields, ait un lien avec cette femme? Peut-être un parent. » Mademoiselle Marple se leva en lissant sa jupe. « Je pense qu'il pourrait être son messager. Ou son ombre. » Des pas résonnèrent sur le chemin à l'extérieur, lourds et contrôlés. Crail revint, son souffle visible dans l'air froid. « Il est parti, » dit Crail d'un ton sombre. « Mais pas loin, je parie. Qui que ce soit, il a laissé des traces en direction des jardins ouvriers, puis a disparu dans les arbres. » Mademoiselle Marple acquiesça, sans surprise. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « puis-je vous demander si vous avez déjà confirmé quelque chose ?» Crail fronça les sourcils. « Confirmer quoi ? » « Que l'inconnu séjourne effectivement à Manson Fields. » Crail se raidit. « J'ai téléphoné à la police de Much Benham. Ils ont envoyé un homme vérifier les registres d'hébergement. Un résident s'est enregistré tard hier soir. Sa description correspond à celle donnée par notre témoin. » Le docteur Hayward expira bruyamment. « Alors, il est ici pour elle. »« Ou pour quelqu'un d'autre, » murmura Mademoiselle Marple. Crail la regarda d'un air sévère. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » répondit-elle, « que la peur peut être dirigée vers plusieurs personnes. La question que nous devons maintenant nous poser n'est pas pourquoi quelqu'un effraie la veuve, mais pourquoi cette personne souhaite que nous nous concentrions sur elle. » Un silence tendu et artificiel s'installa dans la pièce. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix douce, mais implacable, comme une feuille qui glisse sur l'eau avec une intention invisible mais certaine. Pensez au message. Ils sont arrivés à des moments où l'attention s'était détournée de la veuve pour se porter sur le docteur Hayward. La couronne est apparue lorsque les rumeurs sur le passé de M. Allenby ont commencé à s'estomper. Le bout de papier est apparu alors que le cottage ne présentait aucun lien logique entre le mari et l'inconnu. Et ce soir, le bouton a été placé là où nous le trouverions, et non là où la veuve le trouverait. Crail se figea. « Vous voulez dire ?» Mademoiselle Marple joignit les mains. « Le véritable message n'est pas de lui faire peur, il s'agit de détourner l'attention de quelqu'un d'autre. » Le docteur Hayward pâlit. « De qui ?» Mademoiselle Marple le regarda longuement, d'un regard si doux qu'il masquait presque le poids qu'il portait. « Docteur, » dit-elle doucement, « lorsque vous avez trouvé le gant tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas avoir porté de gants ce jour-là. » Hayward déglutit. « Oui, c'est vrai. Et pourtant, lorsque vous avez quitté le presbytère tout à l'heure, vous ne sembliez pas surpris par le froid. On s'adapte instinctivement quand on est habitué à porter des gants. » Hayward la regarda, perplexe. « Je ne comprends pas. » Mademoiselle Marple s'approcha, sa voix plus proche d'un murmure triste que d'une accusation. La peur cherche à obscurcir la vérité, mais l'habitude la révèle. Elle ouvrit la main pour montrer le bouton argenté. « Et je crains, mon cher, que ce bouton corresponde au manteau que vous portiez ce matin. »
Le docteur Hayward eut le souffle coupé, un petit bruit saccadé, et tituba en arrière, comme s'il avait été frappé. Crail se précipita vers lui. « Docteur Hayward, aboya-t-il, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous dire ?» Les yeux de Hayward se remplirent de terreur. « Non, » murmura-t-il, « pas quelque chose que je souhaite vous dire. » Sa voix tremblait. « Quelque chose que j'espérais que vous ne trouveriez jamais. » Et mademoiselle Marple sut, avec une certitude tranquille et dévastatrice, que la vérité commençait enfin à faire surface. Pendant un long moment tendu, le salon du presbytère resta immobile, comme s'il attendait que le docteur Hayward recule dans le déni ou avance dans la confession. Sa respiration était superficielle, irrégulière, comme celle d'un homme acculé par des conséquences qu'il a trop longtemps fuies. L'inspecteur Crail fit un pas délibéré vers lui. « Docteur Hayward, » dit-il d'un ton sec, « vous feriez mieux de vous expliquer. Maintenant. » Hayward leva la main, comme pour se stabiliser, mais elle tremblait violemment et retomba le long de son corps. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » murmura-t-il. « Ce n'est pas de la violence, ni du mal. Vous devez me croire. » Mademoiselle Marple le regarda, avec une patience calme et triste. « Nous croirons ce qui est vrai, mon cher. Commencez par le début. C'est toujours plus simple ainsi. » Il déglutit. « Le bouton? Oui, c'est le mien. Je l'ai arraché du mur du presbytère ce soir. Je ne voulais pas m'approcher autant de la fenêtre. Je voulais seulement savoir si elle était en sécurité. » La voix de l'inspecteur Crail se fit plus aiguë. « En sécurité par rapport à quoi? Ou par rapport à qui ?» Le regard de Hayward se porta vers l'escalier, vers la veuve endormie. « Par rapport à lui, » murmura-t-il avec férocité. « L'homme qui est venu à l'hôpital il y a des années. L'homme de Manson Fields, celui que M. Allenby craignait. » Mademoiselle Marple pencha la tête. « Et pourquoi, mon cher, ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt ?» Hayward eut le souffle coupé. « Parce que je pensais qu'il nous surveillait peut-être. Et s'il avait cru que je m'immisçais... » Sa voix se brisa. « Il est dangereux. Plus dangereux que vous ne le pensez. » Crail croisa les bras. « Comment le savez-vous » Hayward hésita. « Parce que M. Allenby m'a dit quelque chose, une fois. Quelque chose que j'ai promis de ne pas répéter, à moins que, l'encouragea doucement mademoiselle Marple. À moins que la femme à qui il a fait du tort ne revienne, murmura Hayward. Et que l'homme qui a défendu sa cause vienne avec elle. Le révérend Clément se signa instinctivement. A fait du tort? De quelle manière? Hayward passa une main tremblante dans ses cheveux. Il y a des années, bien avant qu'il ne s'installe à St. Mary Mead, M. Allenby a eu une liaison. Une liaison brève, mais elle s'est terminée de manière amère. La femme lui a écrit. Elle l'a menacé de conséquences. Il a détruit les lettres, ou du moins, c'est ce qu'il a dit. Mais il a toujours cru qu'elle reviendrait. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. La culpabilité est tenace. Elle s'accroche même à ceux qui la méritent le moins, et le plus. Hayward acquiesça. Lorsque cet inconnu s'est rendu à l'hôpital, grand, silencieux, vigilant, M. Allenby est devenu blanc comme un linge. Il a refusé de le voir. Plus tard, lorsque j'ai insisté, il m'a dit que cet homme était le messager. Celui qui avait été envoyé pour s'assurer que son passé ne resterait jamais enfoui. L'inspecteur Crail fronça profondément les sourcils. « C'est très mélodramatique, docteur. Les hommes ont des aventures tous les jours. Ils ne sont pas pour autant traqués à travers tout le pays. » Celui-ci était différent, dit Hayward. La femme, elle était instable, obsédée. Et son frère? Il leva brusquement les yeux. Oui, c'était son frère qui était venu à l'hôpital, un homme protecteur et violent. Le genre d'homme qui terrifiait les patients rien qu'en se tenant près de la porte.
Crail cligna des yeux. Son frère. Oui. Mademoiselle Marple s'assit gracieusement sur une chaise, les mains légèrement jointes. « Docteur, puis-je vous poser une question qui me préoccupe ?» Hayward acquiesça faiblement. Si M. Allenby craignait tant cet homme, pourquoi ne l'a-t-il pas dit à sa femme? Hayward eut l'air soudainement bouleversé. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit blâmée pour ce qui pourrait arriver. Il disait qu'elle avait déjà assez souffert. Madame Clément eut un léger hoquet. Souffert? La pauvre, était-elle maltraitée? Hayward tressaillit. Ils étaient malheureux, profondément malheureux, et ils le regrettaient. Mais le regret n'est jamais venu à temps pour eux. L'inspecteur Crail se dirigea vers la fenêtre. Très bien, supposons que nous croyions cela. Supposons que cet inconnu soit le frère de la femme qu'Allenby a lésée. Et alors? Pourquoi tourmenter la veuve maintenant que l'homme qu'il détestait est mort? Hayward secoua la tête, impuissant. Je ne sais pas. À moins qu'il pense qu'elle sait quelque chose. Mademoiselle Marple leva les yeux vers lui. Est-ce le cas? Hayward déglutit. Il pense probablement que oui. Crail se retourna brusquement. Mais vous pensez que non. Le silence de Hayward était une réponse suffisante. Mademoiselle Marple tapota sa jupe d'un doigt pensif. « Docteur, êtes-vous allé au cottage plus tôt dans la journée, avant le retour de la veuve ?» Il se figea. L'inspecteur Crail se raidit. « C'est pour cela que votre gant a été trouvé là-bas ?» Hayward écarquilla les yeux, véritablement choqué. « Non, non, je n'étais pas à l'intérieur, je le jure. Je suis passé devant, oui, après avoir parlé à mademoiselle Marple dans la ruelle, mais je ne suis pas entré. Le gant a dû tomber quand j'ai cherché mon mouchoir. » Le ton de Crail était glacial. « Alors comment expliquez-vous le bout de papier avec l'écriture ?»« Je ne sais pas, » insista Hayward. « J'ai seulement reconnu le style. C'est pour ça que je n'ai rien dit, parce que j'avais peur que la veuve pense qu'il n'était pas vraiment parti. » Mademoiselle Marple se leva tranquillement. « Mais il est parti, docteur. Ce qui reste, c'est le passé, et ceux qui ne peuvent s'en détacher. » Hayward baissa les épaules. « Je vous ai dit tout ce que je sais. » Miss Marple le regarda longuement, les yeux pleins de pitié, mais sans aucun doute. « Non, mon cher, » dit-elle doucement, « vous nous avez dit tout ce que vous êtes capable de vous avouer à vous-même. » Crail s'avança vers lui, mais mademoiselle Marple intervint doucement. « Inspecteur, ce n'est pas le moment de recourir à la force. La vérité n'est pas prête. Nous devons la laisser émerger à son rythme. » Crail poussa un soupir, mais recula. Un bruit sourd retentit à l'étage. Quelqu'un se levait de son lit. Madame Clément jeta un coup d'œil vers l'escalier. « La veuve, » murmura-t-elle. « Je vais voir si elle va bien. » Mais avant qu'elle n'ait pu bouger, des pas descendirent lentement l'escalier, hésitant, tremblant. Madame Allenby apparut en bas de l'escalier, son châle serré dans ses mains, le visage pâle mais étrangement déterminé. « J'ai tout entendu, » murmura-t-elle. « L'étranger, la femme, le frère. » Elle serra les poings. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Pas même au révérend. » Mademoiselle Marple s'approcha d'elle doucement. « Vous n'avez pas besoin de vous forcer, ma chère. » Mais Madame Allenby secoua la tête. « Je dois le faire, parce que l'étranger n'est pas là pour moi. Il ne l'a jamais été. » Crail fronça les sourcils. « Alors pour qui ?» Le regard de la veuve se déplaça, lentement, péniblement, vers le docteur Hayward. Et le médecin se raidit. Miss Marple ferma brièvement les yeux, presque tristement, comme si elle s'attendait à cette réponse mais souhaitait leur épargner à tous le moment de la prononcer. La voix de Madame Allenby tremblait. « Il est ici pour lui, » murmura-t-elle, « parce que le secret de mon mari,
était aussi celui du docteur Hayward. Un silence stupéfait envahit la pièce. Crail la fixa du regard. Quel secret! La veuve respirait difficilement. La femme à qui M. Allenby a fait du tort n'était pas simplement une femme qu'il connaissait. Elle se tourna vers le docteur Hayward, les yeux remplis d'une émotion plus profonde que la peur, plus ancienne que le chagrin. « Elle était à vous, docteur. » Le visage de Hayward s'effondra, la vérité le frappant comme un coup longtemps attendu. Et mademoiselle Marple sut que le deuxième choc, le revirement fatal, était arrivé. La pièce ne se tut pas simplement, elle se raffermit, comme si chaque souffle se rétractait vers l'intérieur. Le docteur Hayward resta figé, le visage décoloré, les mains ballantes le long du corps. Madame Allenby, tremblante mais résolue, garda son regard fixé sur lui avec une expression qui ne contenait aucune accusation, seulement le poids fatigué d'une vérité longtemps retardée. L'inspecteur Crail rompit le silence le premier, mais même sa voix était basse, comme s'il sentait le sol fragile sous leurs pieds. « Docteur Hayward, dit-il, que veut-elle dire? Qui était cette femme ?» Hayward déglutit. Un petit bruit saccadé, et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose en lui avait changé. Une capitulation, silencieuse et inévitable. « Ma femme, » murmura-t-il, « avant qu'elle ne devienne ma femme. » La révélation ne fut pas dramatique, mais lente, triste et inévitable. Mademoiselle Marple baissa brièvement les yeux, comme on le ferait en entendant enfin prononcer à haute voix un pronostic longtemps redouté. Crail la fixa du regard. « Votre femme ?» Le docteur Hayward acquiesça. « Elle s'appelait Lydia. Avant de m'épouser, elle a eu une brève liaison avec M. Allenby. Il la poursuivait de manière obsessionnelle. Quand elle a mis fin à leur relation, il ne l'a pas acceptée. Il lui a écrit des lettres. Il est venu la voir, à son travail. Il a menacé de s'automutiler si elle refusait de le voir. » Madame Clement porta une main à sa bouche. « Oh, la pauvre femme !» La voix de Hayward s'affaiblit. « Lydia m'a tout raconté quand nous nous sommes mariés. Elle avait honte. Elle avait peur qu'il revienne dans sa vie, mais après quelques années, nous avons pensé que c'était fini. » Il prit une inspiration tremblante. « Et puis, continua-t-il, elle est tombée malade, hospitalisée, faible, et un jour, une lettre est arrivée à son chevet, non signée, mais indubitablement de lui. Elle l'a déchirée avant que je ne la voie, mais elle m'a dit qu'il affirmait qu'elle lui appartenait toujours. » L'inspecteur Crail marmonna un juron entre ses dents. Miss Marple demanda d'une voix calme et douce « Et le frère ?» Hayward acquiesça lentement. « Oui, le frère de Lydia, Samuel Denbury, protecteur au point d'en être dangereux. Il reprochait à Allenby d'avoir brisé son esprit. Quand Lydia est morte, sa voix se brisa, qu'il eut du mal à contenir. Samuel jura qu'Allenby devait répondre de ses actes. Madame Clement murmura « Vous auriez dû en parler à la police. » Hayward eut un rire creux. « Inspecteur, à l'époque, cela aurait été deux hommes se criant des accusations au sujet d'une liaison. Pas de crime, pas de preuves. Et Lydia m'avait supplié de ne pas laisser Samuel s'en mêler. Elle craignait qu'il ne fasse quelque chose d'irréfléchi. » Les sourcils froncés de mademoiselle Marple s'adoucirent avec une compassion silencieuse. « Le chagrin, dit-elle, devient souvent une exigence plutôt qu'une émotion. Il demande une réponse. Samuel Denbury est clairement venu à l'hôpital pour y répondre. » Hayward acquiesça. « Oui, il a confronté Allenby là-bas. Il l'a menacé. Après cet incident, Allenby est venu me voir en secret. Il m'a supplié de lui donner des conseils, terrifié par les menaces de Samuel, mais il n'osait pas aller voir les autorités. Il craignait que son passé avec Lydia ne soit rendu public. Mademoiselle Marple murmura, et il craignait que sa femme ne l'apprenne.
Madame Allenby détourna le regard, les lèvres tremblantes. Il a tout caché. Tout. La voix du docteur Hayward devint plus rauque. Lorsque M. Allenby est tombé malade l'année dernière, il vivait dans la crainte constante que Samuel revienne. Il en parlait souvent, parfois en délirant, parfois en chuchotant. Quand il est mort, j'ai pensé que le danger avait disparu avec lui. Mademoiselle Marple leva la tête. « Mais le danger, dit-elle doucement, meurt rarement. Il attend. » Crail s'avança. « Samuel Denbury est donc revenu. Pour se venger ?»« Non. » La voix de Mademoiselle Marple était ferme, mais douce. « Pas pour se venger, pas exactement. » Elle se leva lentement de sa chaise et se dirigea vers le centre de la pièce avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui assemble une tapisserie, fil après fil. « Considérez ce qui s'est passé ces derniers jours, » dit-elle. « Aucun préjudice direct, aucune violence. Seulement de la peur, soigneusement placée, soigneusement synchronisée, toujours juste assez pour provoquer la terreur, mais pas la destruction. » Elle regarda Hayward. Tout pointait vers la veuve, mais tout nécessitait que le docteur Hayward le remarque. Le gant, l'écriture, l'homme au manteau, les messages. Crail fronça les sourcils. Pourquoi cibler le médecin? Mademoiselle Marple lui adressa un sourire doux, presque maternel, bien que ses yeux brillaient d'une profonde compréhension. Parce que Samuel Denbury croit que le docteur Hayward lui a caché la vérité. Il pense que le médecin a protégé Allenby. Et donc, il n'a pas cherché à le tuer, ni même à l'affronter. Elle se tourna vers la fenêtre. Mais à le faire avouer. À lui faire vivre, pendant quelques jours, la même terreur rampante que sa sœur avait endurée. Une souffrance en miroir. Hayward enfouit son visage dans ses mains. « Ça a marché », murmura-t-il d'une voix rauque. « Pendant des années, j'ai vécu avec la culpabilité de ne pas avoir empêché Allenby de tourmenter Lydia. Et Samuel, il le savait. C'est pourquoi il ne m'a pas abordé aujourd'hui. Il voulait que je ressente la même chose qu'elle. L'attente, les ombres, les bruits de pas. » Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur son bras. « Il ne comprend pas, mon cher, que la culpabilité ne perd son aiguillon que lorsqu'on en parle à voix haute. » Madame Allenby s'avança alors, lentement, comme quelqu'un qui se libère d'un poids pour la première fois. « Mon mari n'a jamais prononcé son nom, » murmura-t-elle. Mais parfois, quand il dormait, il murmurait des excuses. Ce n'est que maintenant que je sais à qui elle s'adressait. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Mademoiselle Marple se tourna vers l'inspecteur Crail. Samuel Denbury n'est pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Il est ici pour être témoin de quelque chose. Et maintenant que le docteur Hayward a parlé, la mission de Samuel est accomplie. Crail expira bruyamment. « Nous l'emmènerons quand même. »« Bien sûr, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Mais approchez-vous sans crainte. Il ne résistera pas. Sa colère n'est pas violente. C'est du deuil. » On frappa doucement à la porte d'entrée. Rien d'urgent, rien de brusque, juste un seul coup fatigué. L'inspecteur Crail échangea un regard avec mademoiselle Marple. Elle acquiesça. L'inspecteur ouvrit la porte. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, se tenait sous la lumière du réverbère, les yeux creux de chagrin, sans malice. Samuel Denbury. Il ne tenta pas de s'enfuir. Il ne parla pas. Il se contenta de regarder le docteur Hayward. Et pour la première fois depuis des jours, le docteur soutint son regard sans broncher. « Je suis désolé, » murmura Hayward. « Pour tout. » Samuel ferma les yeux. Et dans ce geste unique et fragile, des années de rage silencieuse semblèrent à se dissiper. Crail s'avança, les menottes à la main. Mais Samuel leva la main. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il doucement. « Je n'ai rien fait qui puisse être puni par un tribunal. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Non, »
acquiesça-t-elle. Seulement quelque chose dont le cœur avait besoin. Un long soupir tremblant parcourut la pièce. Le passé était enfin terminé. Plus tard, bien plus tard, après les formalités, après que Samuel Denbury eût été gentiment escorté hors de la pièce, après que le presbytère eut retrouvé son calme, éclairé par les lampes, Mademoiselle Marple marcha seule dans la ruelle tranquille. Sainte Mary Mead avait déjà commencé à retrouver ses rituels habituels. Rideaux tirés, feux allumés, commérages se transformant en murmures. La couronne avait disparu. Les ombres n'étaient plus que des ombres. Le passé s'était exprimé. Et le village, comme le font tous les villages, commença à oublier. Mais Mademoiselle Marple, avec ses pas légers et sa profonde compréhension, n'oublia jamais tout à fait. Pas la cruauté née de la peur, ni les secrets nés de la honte, ni le courage tranquille qu'il fallait pour enfin dire la vérité. Au coin de la rue, près du lampadaire, elle s'arrêta, écoutant le léger bruissement des feuilles. « La nature humaine, murmura-t-elle doucement dans la nuit, ne change jamais. Seules les circonstances changent. » Puis elle se dirigea vers chez elle, le village s'installant paisiblement autour d'elle.